n'avez pas réalisé le danger de cet endroit. Quand quelqu'un le fait mal, il lui arrive quelque chose d'horrible. Maintenant, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent. C'est un peu effrayant, presque comme le triangle des Bermudes. Il se passe quelque chose sur l'île d'Hawaï. Il y a trop de gens qui se volatilisent tout simplement. 2 jours avant sa disparition, ils ont agressé et tenté d'étrangler Shanice. Son sac de couchage avait disparu, comme s'il avait été emmené en pleine nuit. C'est fou! Les gens disparaissent littéralement de la surface de la Terre. En tant que personne qui vit sur cette île, tu crois vraiment qu'il arrive de mauvaises choses aux gens? L'île soit t'accepte, soit te dévore vivant. Parfois, l'île prend quelque chose en sacrifice. Je souhaite que maman revienne. Vas-y, vas-y. Donne-moi le taureau de la grange. Que s'est-il passé? Il a tout simplement disparu. C'est Law and Crime Investigates. Il semblerait impossible qu'une île, une masse de terre, puisse attirer des gens. Mais d'une certaine manière, l'île d'Hawaï y parvient. Située tout au bout de l'archipel hawaïen, en dessous de Maui, la grande île, comme on l'appelle, est vaste et isolée. Et c'est pour cela qu'elle attire les gens, les appelant vers ses montagnes imposantes, ses forêts tropicales envoûtantes et ses volcans menaçants. Sa beauté fait croire aux gens que rien de mal ne peut arriver ici. La grande île a gardé son secret, le secret de ses disparus, jusqu'à maintenant. Alors il portait ça très souvent. Un collier avec un tigre, il le portait tout le temps, et puis il avait cette épée qu'il gardait près de mon lit. Voilà une photo de nous quand on faisait du football. Il était le numéro 69, j'étais le 96. Mon père trouvait ça hilarant. C'était un jumeau. C'est la première fois que je me sens simplement un individu. J'ai l'impression de n'être que la moitié de moi-même. Je n'aime plus mon anniversaire car on le partageait. Je pense donc qu'il a été assassiné. Il pourrait être en train de flotter dans l'océan ou enterré quelque part en train de pourrir, vous savez, sans que personne ne sache où il est ni ne l'aime plus. Ça craint. Kelly Gravitt est l'une des près de 100 personnes qui ont disparu de la grande île d'Hawaï rien qu'au cours des 5 dernières années. Cela représente environ une personne toutes les 2 à 3 semaines. La police n'a pas encore établi avec certitude ce qui est arrivé à ces personnes disparues. Ils ont tout simplement disparu. Le service a suspendu la plupart de ses enquêtes sur les personnes disparues, faute de pistes, laissant sans famille, soit des centaines de personnes si l'on fait le calcul, sans savoir ce qui est arrivé à leurs proches. C'est vraiment stupéfiant quand on y pense. Nous voulions obtenir plus de précisions de la part du service de police d'Hawaï, mais le service a refusé de collaborer avec nous. Pendant cette enquête, vous entendrez plusieurs histoires de disparus. Beaucoup de ces histoires commencent comme celle de Kelly Gravitt. Des gens du continent qui vont sur la grande île à la recherche de sérénité et d'évasion. Donc, il a été déployé en Afghanistan alors qu'il n'avait que 20 ans à l'époque. Et le 2 février 2010, ils ont heurté un engin explosif improvisé et tout le monde a perdu la vie sauf Kelly. Et il a été évacué par hélicoptère vers la Fort Blackman. Il lui manquait la moitié d'une jambe. Il avait des éclats d'obus au visage et au bras. Il a subi un traumatisme crânien. Un chirurgien m'a dit, honnêtement, ça ne s'annonce pas bien, je ne pense pas qu'il s'en sortira. Et nous sommes allés à Walter Reed et nous y avons reçu beaucoup de soins. Il a reçu une Purple Heart. Il a fallu quelques années pour que la peau repousse. Nous vivons en amont ici, dans l'État de l'Oregon. Et le 8 septembre 2020, un important incendie de forêt a frappé. La cheminée est restée debout dans mon jardin. 517 maisons ont brûlé et nous avons perdu absolument tout ce que nous possédions. 5 mois après cela, ma femme est décédée
Et maintenant, nous avions tout perdu. Kelly a décidé qu'il voulait partir s'installer à Hawaï. Un de ses amis déménageait là-bas et il pensait que ce serait un bon endroit pour essayer de guérir. Il cherchait la paix et la tranquillité. Et au début, Kelly l'a trouvé sur la Grande Île, dans une région appelée Paoa. C'est l'endroit où beaucoup de gens se retrouvent quand ils viennent commencer leur nouvelle vie sur la Grande Île. Mais ce n'est pas considéré comme une zone sûre. Il y a beaucoup de drogue, de vols et d'effractions. Le centre-ville de Paoa, c'est juste une poignée de sans-abri et d'ivrognes. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Ça, c'est une toute petite fraction de ce qui se passe réellement dans le centre-ville de Paoa. Ce n'est pas sûr. En fait, après avoir analysé les dossiers publics de la police, un schéma est apparu. Sur les 93 disparitions que nous avons suivies au cours des 5 dernières années, la plupart des personnes ont été vues pour la dernière fois dans 3 zones, Hilo, Kailua-Kona et Paoa. Ce n'est pas un hasard si ces endroits comptent parmi les zones où la criminalité est la plus élevée sur l'île. Mais malgré tout cela, le père de Kelly, Jeff Gravitz Sr., dit que Kelly adorait l'île d'Hawaï. Il adorait les vêtements tie-dye. Il adorait le dimanche, jour de fête, et participer à des cercles de percussion. Il aimait les médecines naturelles, il aimait pouvoir cueillir des fruits, manger directement ce que la terre offrait. Et peu importe à quel point Kelly Gravitz essayait d'être l'un des leurs, un local, il n'y arrivait pas parce qu'il n'était pas né là-bas, il n'était pas un natif, il venait de l'extérieur. Et ce n'est pas facile d'en être un sur l'île d'Hawaï. Les locaux les appellent, les gens comme Kelly, des Howleys. Il s'est fait harceler quand il a déménagé là-bas pour la première fois. Je pense qu'ils ont traité mon frère presque comme un envahisseur. Quelqu'un l'a kidnappé et l'a retenu pendant environ 36 heures et il a réussi à s'échapper. Il l'a convaincu de le laisser partir. Ils l'ont accusé de vol, ce qu'il n'a pas fait. Il n'avait aucune raison de voler, ayant une pension militaire et la retraite de la sécurité sociale. Et il n'était pas à court d'argent. Il est rentré chez lui en avion et il est resté avec moi pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 mois, tu sais, et il m'a tout raconté. Et puis, il a dit que, tu sais, en fait, Hawaï et ces gens-là lui manquaient vraiment. On les appelait les siens. Même après tout, il a décidé que ça lui manquait et qu'il voulait revenir. Et en fait, il m'a même donné envie d'y aller. Et donc, tu sais, il vit à Hawaï. Je vis à Hawaï. Je vivais sur une plantation de thé mamaké de 26 acres dans les collines. On se retrouvait chaque week-end. Il venait chez moi, je le retrouvais là-bas. On se retrouvait au magasin et je le voyais tout le temps. Nous étions extrêmement proches. Non seulement nous étions père et fils, mais nous étions aussi comme des frères. Kelly ne vivait pas avec son père. Il avait choisi de vivre dans un campement isolé appelé Cinderland. Cinderland se présente comme un éco-village axé sur la durabilité et comme un lieu de contemplation, d'éducation et d'unité. Il a choisi d'être avec ceux qui étaient en difficulté et ceux qui cherchaient une famille, et cette Rainbow Family l'a attiré. Et il n'avait pas la capacité de voir qu'ils n'étaient pas des personnes authentiques. C'est une secte, à mon avis. Ce n'est pas seulement son avis. En 2017, CNN a présenté Cinderland dans un documentaire sur les sectes apocalyptiques. Le chef se fait appeler Jésus et il est une sorte de messie pour les gens qui vivent là-bas. Même si les histoires de crimes présumés à Cinderland sont faciles à trouver en ligne, la police locale est restée presque absente. Même si Cinderland était une communauté illégale fonctionnant sans les permis appropriés, la police locale ne l'a jamais fermée avant notre enquête. À l'automne 2025, la police a démantelé la communauté et a infligé une amende aux propriétaires pour absence de permis appropriés. Cinderland a peut-être toujours fonctionné en vase clos, mais il y avait quand même ses propres règles et Kelly en a enfreint une. En décembre 2022, 5 mois avant la disparition de Kelly, des personnes à Cinderland l'ont accusé d'avoir accidentellement déclenché un incendie en s'endormant une nuit. Tu sais quoi? La plus grosse erreur qu'on ait faite, c'est de ne pas s'être tiré d'ici l'autre soir. Après sa disparition, la famille de Kelly a découvert plus tard des vidéos sur Facebook montrant des gens de Cinderland en train de prendre Kelly à partie. Ils ont remis les vidéos à la police. Tu sais comment tu as fait, Cal, avec l'huile de lampe?
Non, mais tu as dû la renverser. Tout vient de cette huile. Oui, tu l'as déjà achetée. Je ne sais pas. Tu as brûlé cette vache? Kelly a été forcée de fuir Cinderland après avoir dit que les habitants là-bas l'avaient menacée. L'amie de Kelly, Ponder, a enregistré cette vidéo de Kelly quelques semaines plus tard où elle décrit ce qui s'est passé. Bref, je me suis dit que ce serait sympa de demander à Kel « Qu'est-ce qui s'est passé à Cinderland, mon pote ?» Ils m'ont dit de partir, alors j'ai rassemblé mes affaires. Et j'imagine que je ne partais pas assez vite parce qu'ils ont commencé à prendre des pelles et des bambous. Ils ont commencé à me courir après. J'ai fait l'erreur de prendre quelque chose pour essayer de me défendre, parce que j'avais vraiment peur pour ma vie. Et alors ils ont commencé à s'en prendre à moi, encore plus violemment, tu vois, en me menaçant avec leurs armes. Alors finalement, j'ai juste jeté ce que j'avais. J'ai dit, d'accord, je m'en vais. S'il vous plaît, laissez-moi partir en paix. Je suis allé à ma voiture, je suis monté et je suis parti en paix. J'ai essayé de contacter Hadji pour lui faire savoir que, vous savez, s'il y a eu des frais de leur part à cause de ça, j'aimerais les rembourser. Je veux juste dire à tout le monde, je vous aime tous. Et vous m'avez fait peur. Et je suis désolé que vous ressentiez certaines choses. Mais il y a la vérité et il y a l'illusion, et c'est à vous de décider. Cependant, les habitants de Cinderland n'étaient pas prêts à passer à autre chose. Sa famille découvre également cette vidéo troublante sur Facebook qu'ils ont aussi envoyée à la police. Un fauteur de troubles. Tu as supprimé ton compte avant de partir. Regarde, je le détruis. Et j'ai dit que je te rembourserai le mois prochain. Et je le ferai. Je vais partir et j'aurai 300. Ouais. Tu as choisi de faire la fête. C'était un accident. Mon gars. Je vais payer pour ça. J'ai essayé de te joindre pendant des mois, mais tu n'arriveras jamais à me joindre. La vidéo a été publiée environ un mois avant la disparition de Kelly. À peu près à la même période, en avril 2023, Kelly Gravitt s'est retrouvée à nouveau en difficulté, tard dans la nuit devant un bar local. J'ai vu un minivan et 2 motos arriver. Et j'ai dit à mon ami que quelque chose de mauvais allait se passer. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Je lui ai dit de fermer sa gueule. Eric Meeker, un habitant du quartier, a filmé l'échange houleux. Il se souvient avoir vu Kelly s'allonger dans la rue. Kelly a littéralement les genoux posés au sol et les épaules au sol. Il va à fond. On peut clairement les entendre crier. Elle refuse de dire « s'il te plaît ». S'il te plaît. Tu sais, Peter s'excuse auprès d'eux ou peu importe. Il s'excuse auprès d'elle. Le 9 mai 2023, Kelly Gravitt publie pour la dernière fois sur Facebook une photo de lui avec un œil au beurre noir. Bien que Kelly ait perdu son téléphone peu avant sa disparition, ses proches continuent d'appeler et d'envoyer des messages pour la joindre. Je me rends compte le 12 mai que non, je n'arrive pas à le joindre. Il ne m'a pas appelé. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon anniversaire, c'est le 19 mai et il arrive. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis qu'on a perdu le contact. C'est juste. C'était comme un sentiment vraiment fort. L'impression qu'un événement très grave avait eu lieu. Vous savez, quand je suis allé à la poste parce qu'il recevait son courrier en poste restante, il avait des colis là-bas du 8 au 12 mai qu'il n'avait jamais récupérés. Donc, c'était un énorme signal d'alarme. Je vais là où il habitait, d'accord? Depuis qu'elle avait été expulsée de Cinderland, Kelly vivait dans ce camp de fortune. Personne ne voulait de lui dans les parages. Et cet ancien héros de guerre est allé camper tout seul dans les bois, sur un terrain vague, ce qui l'a rendu complètement vulnérable. En regardant autour, je vois sa cigarette électronique à nicotine au sol près de la route, et son sac de couchage n'était plus là. Et donc, on aurait dit qu'il avait été enlevé. Jeff dépose un signalement de disparition auprès du service de police d'Hawaï. La police ne considère pas Kelly comme une personne disparue à risque, malgré le fait qu'il avait des médicaments à prendre pour sa lésion cérébrale traumatique et qu'il souffrait de stress post-traumatique.
On m'a affecté un enquêteur, il a travaillé sur l'affaire pendant 2 jours, puis il est parti en vacances pendant 2 semaines, n'est-ce pas? Ensuite, il revient, il est là pendant 2 jours, puis il part en congé maladie pendant 1 semaine. Il travaille 2 semaines, puis part 1 semaine en formation hors de l'île. Donc j'ai ce détective qui n'est littéralement pas là. Vous savez, j'appelle le capitaine, j'appelle le chef de la police, j'appelle le chef adjoint. Je suis juste exaspéré. Je ne comprends pas. Vous savez... La famille et les amis de Jeff et Kelly débutent leur propre enquête. Je suis allé partout. Tu sais, ils traînaient et parlaient à... Des centaines de personnes. Faire imprimer tous ces prospectus et ensuite j'ai mis Vous savez, une récompense de 10 000 $ dessus, sur lui. Et puis je l'ai rapidement porté à une récompense plus élevée. Le magasin de vape me contacte et me dit « Hey, votre fils venait ici chaque semaine. » Cette semaine, il est venu avec une femme inconnue que nous n'avions jamais vue. Et Stéphane, on l'a sur la vidéo, non? Vous pouvez dire à la police de venir la récupérer? Je leur en ai parlé, mais ils ne sont jamais venus la prendre. Ils sont venus la chercher après 6 mois, mais elle avait déjà été effacée par un nouvel enregistrement. Plus tard cet été-là, la famille de Kelly trouve à nouveau une vidéo troublante sur Facebook et la remet à la police. Elle a été publiée quelques mois après la disparition de Kelly. Ce sont 2 hommes qui discutent d'un autre camp incendié. Le nom de Kelly est mentionné. Tu sais, chaque fois que quelqu'un fait ça de travers, il lui arrive quelque chose d'horrible. Tu te souviens, Kel? Et il a brûlé mon camp? Ouais, non. Ce type a essayé de brûler et de mourir comme un morceau de... Oui, je pense qu'il a été assassiné et j'y pense souvent. Quels ont été ses derniers instants? Tu sais, est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été douloureux? A-t-il été torturé? Est-ce qu'il a été poignardé? Est-ce qu'on lui a tiré dessus? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, il a tout simplement disparu. Peu de temps après la disparition de Kelly, l'une de ses amies se donne pour mission de découvrir ce qui est arrivé à Kelly. L'amie reçoit une série de messages sur Facebook qu'elle transmet à la famille de Kelly, qui les envoie à nouveau à la police. Le premier message vient d'un homme qui connaissait Kelly. Il écrit « Où est Kel? Quelles sont tes 3 principales hypothèses sur le tube de lave où il est? » L'ami de Kelly répond en disant « Je veux savoir qui et pourquoi. » La personne continue. Kel était facile à attraper. Il suffisait d'attendre qu'il prenne sa dose du soir et qu'il s'écroule. Tu ferais un peu plus de bruit. Je crois que tu es la prochaine cible. Tu es la suivante après Kel dans la hiérarchie. Il pourrait essayer de te faire sortir de la route sur ton scooter. C'est ta prochaine faiblesse. Donc, un délit de fuite. En juillet 2025, l'ami de Kelly a été retrouvé mort chez lui à Pahoa. La division des enquêtes criminelles du département de police de l'île d'Hawaï s'occupe désormais de l'affaire de Kelly. Le FBI est également impliqué. Tu sais, mon frère m'a dit quelque chose de vraiment étrange quand je lui ai rendu visite là-bas. Quand j'étais dans l'océan, j'ai perdu quelques bijoux. Il a dit, c'est l'île, mec, elle te prend quelque chose, c'est comme un sacrifice. Il a dit, soit l'île t'accepte, soit elle te dévore vivant. La police n'a jamais indiqué publiquement si elle soupçonnait un acte criminel dans la disparition de Kelly. Mais ce n'est pas le cas pour Joseph Smithy, 54 ans, et Jennifer Sean, 41 ans. La police soupçonne un acte criminel dans les 2 disparitions, sans préciser pourquoi. Smithy a été vu pour la dernière fois en mai 2021 à son domicile à Mountain View. C'est une ville voisine de Pahoa. Schwen vivait à Pahoa et a été vu pour la dernière fois à son domicile en juillet 2022. Schwen avait quitté le Montana pour l'île d'Hawaï avec ses 2 jeunes fils quelques années plus tôt. Peu de temps après sa disparition, la police a retrouvé son Hummer H3 rouge abandonné. Ces 2 enfants, sans leur mère, sont depuis retournés dans le Montana pour vivre avec leur famille. C'est une histoire similaire à celle de William Bishop Sr. Le septuagénaire de 76 ans a quitté la Floride pour s'installer sur l'île d'Hawaï vers 2020. Il était prêt à profiter de sa retraite, vivant avec son fils et passant du temps avec ses petits-enfants. Il essaye de finir le reste de sa vie avec un peu de joie auprès de ses petits-enfants, de la détente et tout ça. Il emmenait ses petits-enfants à l'école et à d'autres événements spéciaux.
Le 22 janvier 2023, il a disparu de son allée avec sa Toyota Corolla argentée de 2019. Mon père était devant la maison où il vivait et il lavait sa voiture. Mon neveu était dehors en train de jouer au basket au même moment. Mon neveu, ayant trop chaud, a décidé de rentrer pour se rafraîchir sous la douche. Mon neveu est rentré, a pris une douche et s'est détendu environ 1 heure. Ensuite, il est sorti et papa avait disparu. Il ne s'est pas posé de questions parce que papa allait et venait comme il voulait. Je veux dire, il n'y avait aucune restriction, rien de ce genre. Donc, peu de temps après, dans l'heure et demie ou 2 heures qui ont suivi, mon frère est rentré à la maison et a demandé « Hé, où est papa ?» Et mon neveu a dit « Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr. Tu sais, j'ai pris une douche et quand je m'en suis rendu compte, il était parti. » Alors mon frère a décidé, tu sais, de voir où il était. Il a donc essayé de l'appeler. Lorsque cela s'est produit, le téléphone de mon père a sonné dans sa chambre. Alors mon frère est entré et a regardé et il y avait son téléphone, il y avait son portefeuille. Et il avait une pochette dans laquelle il transportait des vitamines et toutes ces petites choses nécessaires. Tout le monde a une petite pochette qu'il emmène avec lui quand il part quelque part. La famille appelle la police pour signaler sa disparition, sachant que tout cela est très suspect. Ils vérifient la propriété de Bishop. Nous avons juste vérifié la propriété très rapidement. Ils ne trouvent rien. Rien à signaler? Ils parlent aux voisins. Je suis ici parce qu'un des voisins de cette rue a disparu. William Bishop, vous le connaissez? Vu pour la dernière fois hier vers 2 heures et il a simplement disparu. Ils arrêtent aussi les automobilistes qui passent dans la rue. Bonjour monsieur. Je vérifie simplement la disparition d'un de vos voisins plus bas dans la rue. Son fils a signalé sa disparition. La famille parcourt les messages textes et les emails de leur père, mais ne voit rien qui indique que William prévoyait de quitter sa famille. Notre père n'aurait pas voulu partir. C'était un homme de famille. Il voulait être là. 1 mois plus tard, en février, une femme se présente dans un commissariat local. Elle conduit une voiture, une Toyota Corolla argentée, qu'elle admet aux policiers ne pas être la sienne. Il y avait de la drogue dans la voiture. De la méthamphétamine, pour être précise, la voiture est remplie de déchets. Il y a des mégots de cigarettes et des sacs à main, presque comme si quelqu'un utilisait la voiture depuis un certain temps. Lors de l'inspection, la police trouve le numéro d'identification du véhicule caché sous un carton. Ils enlèvent le carton, vérifient le numéro d'identification et, aux surprises, c'est la voiture de William Bishop Sr., mais ce n'est pas sa plaque d'immatriculation, c'est une plaque volée. D'après la police, la femme a dit aux agents qu'elle avait pris la voiture à sa mère, qui l'avait eue d'une façon ou d'une autre 1 semaine plus tôt. La mère a dit à la police qu'elle avait eu la voiture d'un type avec des dreadlocks à la plage. Elle a dit à la police qu'elle ramassait des noix de coco quand l'homme lui a proposé la voiture pour 5 000 $. Elle a dit qu'elle l'avait essayé, qu'elle avait récupéré sa fille, qu'elle s'était arrêtée dans une épicerie locale et c'est à ce moment-là que sa fille lui a volé la voiture. Mais il est évident que quelqu'un était resté dans la voiture plus que quelques minutes et avait eu le temps de changer la plaque d'immatriculation. Et puis en mars 2023, 2 mois après la disparition de William, les enquêteurs font une découverte troublante. Ils trouvent des traces de sang partout dans la voiture, sur le plancher sous les sièges du conducteur et du passager, sur les sièges eux-mêmes, sur les coussins de la banquette arrière et sur la ceinture de sécurité du milieu. La police décide de poser davantage de questions à la mère. Le souci, c'est qu'ils ne peuvent plus la joindre. Le 28 août 2023, ils lancent une alerte à la communauté indiquant que Roberta Perry, résidente de l'île d'Hawaï, est recherchée pour être interrogée en tant que témoin dans une affaire de disparition. Le 5 septembre, la police, alors qu'elle intervient sur un autre appel, tombe par hasard sur Roberta Perry. J'appelle sans cesse l'officier Eloy. Je ne sais pas. Il a dit que c'était pour l'interroger, mais ensuite je ne lui ai rien demandé. L'officier retourne à sa voiture de patrouille et voit qu'il y a une alerte concernant Perry. Il informe un capitaine qu'un contact a été établi. C'est en fait l'un des capitaines. D'accord. Il a laissé un message vocal et veut que je te dise que tu ne seras pas arrêté. Je sais, oui, d'accord. Ouais, tu sais quoi? C'est à propos de quoi exactement? Ma fille, j'avais cette voiture. Ce type n'a pas l'air affamé.
Je l'ai vue à MHC, tu sais. Elle s'est fait attraper avec lui. Apparemment, c'était la voiture d'un disparu. D'accord, merci, passez une bonne journée. Le 12 octobre, Perry se rend au commissariat pour un test au détecteur de mensonges. Il lui demande si elle a obtenu la voiture de William Bishop Sr. d'un gars avec des dreadlocks, comme elle le dit. Elle dit aux policiers que oui, mais le détecteur de mensonges montre qu'elle ment et les policiers le lui font savoir. En quelques secondes, selon les rapports de police, Perry change radicalement sa version des faits. Elle dit qu'une femme sans abri qui vit derrière l'épicerie lui a donné la voiture. Malgré ces récits changeants, Perry réussit le test du détecteur de mensonges lorsque la police lui demande si elle a fait du mal à Bishop ou savait pour sa mort. Un an plus tard, la police détermine que tout le sang trouvé dans la voiture de Bishop n'est pas du sang humain. J'en ai parlé avec l'ancien détective du NYPD, Mark Pucci, qui est actuellement enquêteur privé. Ils disent que ce n'est pas du sang humain, mais il y a du sang partout sur ce véhicule. Comment expliquez-vous cela? Cela me pousserait à croire qu'une partie seulement a été corrompue ou contaminée, mais la présence de sang dans une voiture alors que la famille affirme que le père était quelqu'un de très méticuleux, très soigné, propre, c'est un énorme signal d'alarme. Parce que s'il avait accidentellement eu du sang dans sa voiture, il l'aurait nettoyé, vraisemblablement. La police de la Grande Île a publiquement qualifié la disparition de William Bishop Sr. d'inquiétante, mais pas suspecte. S'il y a du sang dans une voiture et que la famille dit que cet homme a disparu, vous savez qu'il a laissé son petit-fils seul à la maison, ainsi que son téléphone, ses médicaments et son portefeuille. Comment cela n'est-il pas suspect? Pucci dit que l'âge de Bishop est également préoccupant, car la plupart des retraités ne disparaissent pas dans la nature. Mais dans nos recherches, nous avons découvert que, ces 5 dernières années, 13 personnes âgées de 65 ans et plus ont disparu sur la Grande Île. L'âge moyen des personnes disparues sur la Grande Île est de 44 ans, ce qui est plus élevé que l'âge typique d'une personne disparue, qui a généralement la vingtaine ou la trentaine. L'âge est généralement considéré comme en dehors de la norme pour quelqu'un qui prendrait des risques. En fait, ces personnes seraient plutôt averses aux risques et beaucoup d'histoires montrent qu'il s'agissait de personnes qui avaient, vous savez, mené à bien leur vie professionnelle ou l'éducation de leurs enfants et ils faisaient le choix conscient d'aller à Hawaï pour, vous savez, profiter de leurs vieux jours en quelque sorte et savourer leur retraite. La dernière fois que la famille Bishop a eu des nouvelles de la police remonte à il y a 2 ans, en mars 2024, lorsque celle-ci a annoncé la suspension de l'enquête sur leur père. À ce moment, la famille a lancé ses appels sur Facebook. Je m'appelle Jay Bishop et je suis ici parce que... Cet homme juste ici, William Bishop, c'est mon père, et il a disparu sur cette île. J'ai eu plusieurs, et je sais que ma sœur aussi, plusieurs personnes de cette île qui m'ont contacté en message privé, qui ne veulent pas aller voir la police parce qu'elles craignent pour leur vie. Et puis, le 10 février 2025, le fils de William, Jay Bishop, reçoit un SMS étrange. Désolé de te déranger. Avez-vous un lien avec un homme âgé disparu, William Bishop? J'ai répondu oui. Le gars dit « Je reste anonyme, c'est un portable prépayé. Désolé. » J'ai dit « Je comprends. Puis-je demander où vous avez eu mon numéro de téléphone ?» Il dit « Je ne veux pas répondre à cette question pour des raisons de sécurité. » Et je m'excuse pour cette démarche. Voilà ce qui est sur la table. Je pense que la plupart de vos réponses vont apparaître. Alors j'ai dit « D'accord. Je ne veux mettre personne en danger. » Il dit que cela relève de la police et qu'il ne va pas s'inquiéter pour cette vieille dame. Les évêques pensent que la vieille dame, c'est Roberta Perry. Implique la police seulement après être arrivé sur place. La police n'entrera pas sans mandat de perquisition, motif plausible et enquête. J'ai alors dit « Vous parlez sûrement de ces restes. » Ensuite, il dit « Une fois que vous êtes là, appelez la police et restez sur la propriété. » Donc, ils ont l'autorisation de venir vers vous au titre du mandat de perquisition ou de l'exception liée à des circonstances d'urgence. C'est la façon la plus rapide et correcte de le faire.
J'ai dit, d'accord, lieu, point d'interrogation, point d'interrogation. Il dit, qu'en est-il des 800 $? J'ai dit, les 800 $, point d'interrogation. La personne qui envoie les messages dit que c'est ce que la femme lui doit. Et c'est pour ça que j'essaie de la dénoncer pour ce qu'elle me doit. Tu paies, et ensuite je t'enverrai les coordonnées de longitude et de latitude que tu cherches. Alors j'ai dit, nous avons une récompense plus importante que ça pour toute information menant à ces restes. Aucun argent ne sera versé tant que ces restes ne seront pas localisés. Il dit qu'il est au courant et veut juste ses 800 $. J'ai ajouté que ce message pouvait servir de preuve. Je vous offre une récompense plus importante que les 800 $ que vous demandez. Si vos informations permettent de retrouver ces restes, je vous garantis que vous serez payé. Et il n'a jamais répondu. C'est arrivé en février de cette année et je n'ai aucune idée d'où il a eu mon numéro. Je veux dire, je pense qu'à ce stade, en 2 ans et demi, on est passé par tous les hauts et les bas, toutes les émotions. Nous pensons qu'il n'est plus parmi nous. Il n'y a eu aucun signalement, il n'y a eu aucun contact, il n'y a eu aucun mouvement sur son compte bancaire, il n'y a eu aucun signe, absolument aucun, qu'il soit encore physiquement parmi nous. Mais cela ne veut pas dire que nous allons abandonner nos efforts pour essayer d'obtenir un certain apaisement. Nos cœurs refusent de lâcher prise. Connie Fairbanks n'abandonnera jamais non plus la recherche de son fils disparu, Landon Fairbanks. Comme pour les autres, sa disparition implique sa voiture. Connie dit que la dernière fois qu'elle a vu son fils de 42 ans, c'était vers 7 heures du matin le 3 août 2022. Landon souffre de troubles bipolaires et il avait dit quelque chose de troublant à Connie en quittant la maison ce matin-là. Il a dit que peut-être Dustin et moi serions mieux sans lui. J'ai dit non, Landon. Quand as-tu commencé à te rendre compte, genre, oh mon Dieu, il n'est pas à la maison? Vers midi. Donc, te voilà, tu t'inquiètes de savoir où il est, et puis tu reçois un coup de fil. C'est ça. Cette femme t'appelle, que te dit-elle? Elle a dit qu'elle avait la voiture de Landon, et je me suis dit, quoi? Parce que tu ne connais pas cette femme. Non, pas du tout. La femme envoie à Connie cette photo, la dernière photo de Landon Fairbanks, debout à côté de sa voiture. Qu'a-t-elle dit qu'il y avait sur ce papier? Ça dit que moi, Landon Fairbanks, je cède ma voiture. Quelque chose dans ce genre. Tu sais que je cède ma voiture à peu importe comment s'appelait son mari, et j'ai écrit mon numéro de téléphone sur le morceau de papier. Avez-vous demandé à cette femme comment elle connaissait votre fils? Oui. Et elle a dit, je ne le connais pas. Elle a dit, eh bien vous savez, vous devriez venir récupérer la voiture. J'ai répondu oui, nous viendrons récupérer la voiture. Mais vous savez, je voulais lui parler parce qu'ils étaient les dernières personnes à avoir vu Landon. Et je voulais savoir ce qu'elle savait. Donc, vous avez appelé la police et dit... J'ai dit, vous savez, écoutez, j'ai reçu cet appel de cette femme à propos de mon fils, Landon Fairbanks, et que il avait laissé sa voiture sur leur propriété. Et c'était il y a des heures. Et je n'ai pas eu de nouvelles de lui non plus. Et j'ai dit, je veux que la police aille vérifier ça. Connie saute dans sa voiture et se dirige vers la maison de la femme. La voiture était dans son allée, sur sa pelouse. Où était-elle? Dans son allée. Vous arrivez et voyez la voiture. Que faites-vous? Eh bien, elle est sortie. Et vous savez, je lui pose ces questions à son sujet. Et elle n'arrêtait pas de dire « Oh, eh bien, il était juste assis sur la digue en attendant que des amis viennent le chercher. Je veux dire, l'as-tu vu monter dans une voiture avec quelqu'un ?» Ah. Eh bien, non. Et elle était très évasive. Tu sais, à ce sujet. Alors, qu'as-tu trouvé dans la voiture? J'ai trouvé son sac à dos dont il ne se sépare jamais. J'ai trouvé son portefeuille et son téléphone. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Elle a demandé à la femme le billet que Landon tenait sur la photo, mais la femme a refusé. Elle ne voulait pas me donner ce morceau de papier. Avez-vous dit à la police? Pouvez-vous aller chercher ce morceau de papier, s'il vous plaît? Oui.
Et le détective me dit « Oh, eh bien vous savez, non, nous ne pouvons pas faire ça. On ne veut pas la mettre en colère. » Et j'ai dit « Je m'en fiche de la mettre en colère. J'ai besoin de ce bout de papier. Et pourquoi elle ne veut pas me le donner? Vous, les policiers, devriez avoir ce bout de papier. C'est une preuve !» La police n'a jamais reçu ce mot de la femme. Ça n'a aucun sens. C'est une source d'information potentiellement énorme qui aurait dû être examinée en profondeur, tu sais, vu tout cet échange. Tu vois comment est-il arrivé là, et puis le fait qu'elle ait contacté la mère et qu'elle ait voulu rendre la voiture, ça ne tient pas debout parce que pourquoi aurais-tu permis que cette soi-disant transaction ait lieu pour ensuite vouloir soudainement revenir en arrière? Tu vois, donc je veux dire, c'est un énorme signal d'alarme qu'il lui est arrivé quelque chose de grave après que cette photo ait été prise. La police se rend plutôt à la plage voisine et interroge les gens pour savoir s'ils ont vu Landon. Ils sont juste descendus, on fait un tour et, tu sais, on dit « Oh, eh bien, tu sais, on ne le trouve pas. » Donc, tu sais, c'est un adulte. Il a 42 ans, il est juste parti tout seul. Une brève recherche avec un chien ne donne rien non plus. Il se passe quelque chose ici, sur la Grande Île. Il y a trop de personnes disparues qui disparaissent sans laisser de traces. Et la majorité des disparitions de personnes sur la Grande Île au cours des 5 dernières années concernent des personnes qui ressemblent à Landon Fairbanks, des hommes blancs. Sur les 93 cas que nous avons suivis, plus de la moitié, soit 42, sont des hommes blancs. Et Pucci dit qu'il y a autre chose. Il semble qu'il y ait au moins 1 ou 2 femmes impliquées dans la possession directe de tous ces véhicules. Tu sais, cela semble être un schéma en soi. Si j'étais dans le service de police d'Hawaï, je pourrais remarquer un schéma. Ce serait peut-être leur soi-disant mode de vie, vivre hors réseau et vivre de la terre, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et ils pourraient avoir besoin d'emprunter des véhicules. Et vous savez, si la personne y est attachée, alors, vous savez, ce n'est qu'un dommage collatéral. Alors que le service de police d'Hawaï tente de retrouver près de 100 personnes disparues au cours des 5 dernières années, le service doit également faire face à ses propres problèmes. Les dossiers publics montrent que depuis 2021, au moins une douzaine d'agents du service ont été renvoyés, accusés d'agression, de conduite en état d'ivresse, de cambriolage, de harcèlement, de vol, d'agression sexuelle, d'intrusion criminelle, de falsification de preuves et de falsification de documents. Ces affaires ont été transmises au procureur. Des dizaines d'autres agents ont été suspendus pour faute professionnelle, comme le fait de ne pas activer leur caméra corporelle, de se débarrasser de preuves et d'utiliser une force excessive. En plus de cela, le service manque également de 75 agents. Et avec une île de 4000 miles carrés assez grande pour contenir presque 2 fois toutes les autres îles hawaïennes réunies, avoir suffisamment de personnel est crucial, surtout lorsqu'il s'agit de retrouver des personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Ici, la police a bien trop de travail par rapport au nombre d'agents disponibles sur le terrain. Il faut qu'une équipe spéciale soit créée spécifiquement pour les personnes disparues, qui regroupe plusieurs agences capables d'aller en profondeur avec des personnes qui peuvent vraiment consulter ces sites web et faire ce que nous faisons au quotidien. Il doit y avoir plus dans cette histoire que ce qui a déjà été découvert ou établi. En 2026, le département intensifie activement ses efforts de recrutement, améliore son travail de sensibilisation auprès de la communauté et soutient l'enseignement supérieur pour ses agents. Les familles des personnes disparues espèrent que le département rouvrira également les dossiers de leurs proches. La famille de Shanice Ogada Staudinger, âgée de 29 ans, fait partie de celles qui gardent encore espoir. Avant sa disparition, Shanice, mère de 2 jeunes filles, consommait de la drogue et fréquentait de mauvaises personnes. 3 jours avant sa disparition, un homme et une femme ont attaqué Shanice. Ils l'ont agressée, ont essayé d'étrangler Shanice. Il avait une corde autour du cou de Shanice. Pendant qu'il l'étranglait, sa petite amie est arrivée du chantier et a frappé Shanice à l'oreille, sur la tête, avec un grand vase ou quelque chose comme ça.
Shanice était là pour se libérer. La police a été appelée. La police arrête Shanice et l'inculpe d'agression. 3 jours plus tard, après cela, Shanice disparaît. Le 9 juillet 2023, Shanice part ramasser des opihis avec sa cousine. Les opihis sont des huîtres hawaïennes. C'est un mets recherché. Ramasser des opihis est dangereux. Les gens peuvent être emportés par l'océan. Mais la famille de Shanice n'est pas convaincue que c'est ce qui lui est arrivé. Il a dit qu'elle était près du véhicule en train de réparer son sac à opis et qu'il est allé à droite du véhicule alors qu'elle voulait aller à gauche. Et il lui a dit de ne pas passer par là. Restons ensemble. Et puis elle a dit « Oh non, je vais passer par là pour en ramasser davantage en peu de temps. » Alors il est sorti. Elle était encore à la voiture. Et puis quand il est revenu, elle n'était plus là. Elle n'est pas revenue. Il est donc parti dans l'autre sens pour la chercher sur toute la côte sans la trouver. La famille appelle le 911 et se rend à la plage pour la chercher, mais il ne la trouve pas. Le lendemain matin, la police a envoyé des chiens là-bas. Ils avaient des objets appartenant à Shanice provenant de ma maison. Et ils ont utilisé cela pour que les chiens puissent s'en servir. La famille dit que les chiens ont détecté l'odeur de Shanice sur le parking. C'est pour ça que le chien l'a retrouvée quand il est descendu jusqu'à la voiture. Donc, elle n'est jamais arrivée jusqu'à la côte. La famille de Shanice dit que la police leur a dit que l'affaire de Shanice est également suspendue. C'est une réalité déchirante pour la famille de Shanice et ses 2 enfants. Pour son 5e anniversaire, la fille de Shanice n'a souhaité qu'une seule chose. Tu souffles tes bougies. Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite avoir de l'argent. Oh! Oui. Tout ce que je veux en ce moment, c'est que mes 2 nièces retrouvent leur maman. Je me sens tellement mal pour elles parce que chaque jour, la petite demande à Jésus de ramener maman à la maison. Heather et Brett Eckley prient aussi chaque jour pour que leur fils, Tyler Rakowski Eckley, soit retrouvé. Je suppose que ce qui me fait tenir, c'est simplement l'espoir qu'on puisse le retrouver et le ramener à la maison. Tyler a quitté le Minnesota pour s'installer sur l'île d'Hawaï en 2023. Il a toujours été ce garçon qui voulait partir d'ici et, tu sais, aller quelque part où il pourrait marcher dans le sable. Tu sais, il adorait l'océan et tout ce qui s'y rapportait. Il a été vu pour la dernière fois le vendredi 9 août 2024 à Pahoa. La dernière fois que j'ai parlé à Tyler, c'était l'avant-dernier mardi avant sa disparition. Il n'allait pas très bien mentalement. Je ne pensais pas qu'il allait mettre fin à ses jours ou quoi que ce soit, mais il avait du mal à rester sobre. Je sais qu'il est allé à sa réunion des narcotiques anonymes ce soir-là à Pahoa. Et puis quelqu'un l'avait vu le vendredi. C'est ce dimanche-là, le 11, que j'ai reçu un appel du service de police de Hoa disant que quelqu'un avait remis ses affaires. La personne a déclaré avoir trouvé les affaires de Tyler sur des rochers près de l'eau. J'ai fini par publier un message sur Facebook et je cherchais n'importe quel site hawaïen, un site de l'île d'Hawaï, pour diffuser l'information et que les gens soient au courant. Je pensais que son chien Oshia était sûrement avec lui. Si c'était le cas, alors... je pensais qu'il allait bien. Mais ensuite, j'ai vu sur l'un des sites que quelqu'un avait trouvé son chien et l'avait recueilli chez lui. Parce qu'elle errait simplement dans la zone où il avait disparu. C'est là que j'ai vraiment commencé à perdre espoir. Et vous savez, quelque chose ne va vraiment pas. Mais en discutant avec certains de ses amis et tout ça, il disait qu'il avait dit « Je suis tellement content d'avoir Oshia. Je ne la quitterai jamais, vous savez, je ne la quitterai jamais. » Heather dépose un signalement pour disparition. Ils sont allés parler aux gens du centre de retraite, au Kalani Retreat Center, en face de l'endroit où il a disparu. Je ne sais pas, tu sais qu'ils ont dit que quelqu'un l'avait vu vendredi matin sur les falaises, un peu en bas sur les rochers, et qu'il n'était pas stable à ce moment-là.
Je connais une des personnes qui travaillait là-bas. Une femme lui avait donné de l'eau et une barre de céréales ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il essayait de se dégriser. C'était frustrant que personne n'ait jamais pu obtenir les images des caméras du centre de retraite. Le temps que la police arrive, ils ont dit que les images avaient déjà été écrasées. Donc c'est là que ça s'est terminé. Et c'était vraiment ce dont nous avions besoin. Quand nous avons récupéré les affaires de Tyler qui étaient retenues comme preuve, il y avait des messages et des messages vocaux menaçants sur son téléphone. Le menaçant parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un 4 ou 5 mois avant que cela n'arrive. Des trafiquants de drogue étaient à ses trousses. Nous avons tout fait à ce moment-là. Nous avons accroché des affiches, parlé à toutes les personnes qui se trouvaient dans cette zone. Nous avions un homme qui nous a aidés avec son drone. Il l'a fait voler le long de la côte. Nous n'avons rien trouvé. J'ai l'impression de le laisser tomber car il reste introuvable. Olo Leslie Yap, c'est exactement ce qu'elle ressent. Il y a tant de choses sur Oa que je veux que les gens se souviennent. Je veux dire... Désolée. Son frère, Earl Oahind, un pêcheur, a disparu en avril 2025. Il a été vu pour la dernière fois sur son bateau. Vous savez, il aime l'océan. Il a pêché toute sa vie. Nous venons d'une famille de pêcheurs. Oa a appris à faire du surf avant d'apprendre à nager. Et j'ai la conviction absolue que s'il était en mer, il est un pêcheur tellement incroyable qu'il s'en serait sorti, quelles que soient les conditions. À la connaissance de sa famille, il ne sortait jamais au milieu de la nuit. Mais la dernière personne à l'avoir vu, son matelot, dit que c'est ce qu'il a fait le 7 avril. Il est parti en mer à 2h30 du matin et n'est jamais revenu à terre. Apparemment, son matelot a dormi dans son camion et mon frère dans le sien. Le matelot a entendu mon frère essayer de partir à 2h30 du matin. Et soi-disant, d'après lui, il l'a aidé à mettre son bateau à l'eau. Il y a eu une recherche aussi vaste menée par le service d'incendie du comté d'Hawaï et la garde côtière pendant 5 jours. Et après cela, notre famille a créé une cagnotte GoFundMe, grâce à laquelle nous avons finalement pu engager des pilotes avec leurs avions, des pêcheurs à la palangre. S'il était sur l'océan, comment aurait-il pu ne pas le retrouver? Ils ont cherché partout en vain. Aucun bateau, aucun débris, rien du tout. Comment fais-tu pour gérer tout ça maintenant? Écrivant des chansons pour lui. Et tu sais, en les jouant sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à avancer et m'apporte de l'espoir. Ça me donne l'impression d'essayer de faire vivre son nom aussi longtemps que possible. C'est pour ça que je suis ici. C'est simplement pour faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'il est toujours porté disparu. Et aussi pour les autres personnes qui sont portées disparues ici au début.